Comme chaque semaine, le lundi à 8 heures, le sergent Walter fait son cours aux élèves de l'école de police. Aujourd'hui, il a choisi de leur parler des poseurs de bombes. Le sujet est, en effet, d'une brûlante actualité. 4 de ces engins ont déjà explosé en divers endroits de la ville. À ce jour, on compte 5 morts et 26 blessés, dont 7 très grièvement. Toute la population vit dans la terreur du prochain attentat. Voyez-vous, messieurs, la question est en principe très simple, déclare Walter. Non seulement nous savons que tous ces attentats ont été commis par la même personne, mais cette personne, nous la connaissons. Un silence stupéfait suit cette fracassante introduction. Un élève se décide enfin à exprimer le sentiment de tous. Mais alors, pourquoi ne l'a-t-on pas arrêté? Parce que, répond triomphalement Walter, parce que, messieurs, nous ne savons pas qui c'est. Cette fois, la stupeur est telle que le silence se prolonge. Walter regarde sa classe avec un petit sourire de satisfaction. Oui, messieurs, nous le connaissons, mais nous ne savons pas qui c'est. Oh, je vois bien ce que vous pensez. Non, n'ayez crainte, j'ai encore toute ma tête. Non, je veux simplement dire par là qu'on peut décrire quelqu'un avec précision quand on sait à quelle catégorie de criminel il appartient. Voleur, escroc, faussaire, empoisonneur ou poseur de bombes. Comme on peut décrire un malade quand on sait de quelle maladie il souffre? Demande O'Brien, le plus dégourdi de la classe. Oui, et même encore mieux. Si on vous parle d'un tuberculeux, vous saurez immédiatement qu'il tousse, qu'il a une légère fièvre permanente, qu'il se fatigue vite. Mais vous ne pourrez en déduire ni son sexe, ni son âge, par exemple. Alors que, dans le cas de notre poseur de bombes, disons que notre ville compte environ 4 millions d'habitants. Eh bien, nous pouvons déjà en éliminer près de la moitié en affirmant, sans aucun risque de nous tromper, que notre poseur de bombes est de sexe masculin. Oui, messieurs, ce sera notre premier point. Tous les poseurs de bombes sont de sexe masculin. Ce même lundi à 8 heures, tandis que le sergent Walter entreprend de faire pour ses élèves le portrait robot du poseur de bombes, Harold est en train de bricoler la sienne dans sa chambre à l'autre bout de la ville. Il se livre à une minutieuse inspection de son engin. Les points de contact sont bien propres. Le mécanisme d'horlogerie fonctionne à merveille. Il hoche la tête, satisfait. C'est bien ce qu'il pensait. Si la bombe n'a pas explosé hier, c'est parce que les piles étaient usées. Elles devaient traîner sur les rayons depuis des siècles quand il les a achetées. D'ailleurs, il avait remarqué qu'elles ne portaient pas de date limite d'emploi. Tout ira bien maintenant qu'il les a remplacées. « Harold !» hurle sa sœur Paula. « Tu viens déjeuner ?»« Ouais, j'arrive. » Il recouvre soigneusement sa bombe d'un chiffon pour la mettre à l'abri de la poussière, la glisse sous son lit et descend rejoindre sa mère et sa sœur à la cuisine. « Va te laver les mains !» lui ordonne sa mère. « Tu vois pas comme elles sont sales ?» Harold obéit, puis revient s'asseoir à table. Il grogne un peu. « Oh, j'ai pas faim ce matin. »« Tu vas manger !» lui dit sa mère d'un ton sans réplique. « Y a rien de tel qu'un bon petit déjeuner pour commencer la journée. Et puis, bois ton jus d'orange, s'il te plaît. » Pendant qu'Harold, en bon fils, boit son jus d'orange, Walter continue le cours qu'il a si brillamment commencé. Nous savons déjà que notre poseur de bombes est un homme. Maintenant, sur les 2 millions de suspects qui nous restent, nous allons pouvoir en éliminer encore 1,5 million environ. En effet, messieurs, notre poseur de bombes est largement adulte. Il a exactement entre 45 et 65 ans. Mais que faites-vous de Johnson, par exemple ? Intervient timidement un élève. Celui-là, il avait à peine 19 ans.
Très juste, répond Walter. Mais vous oubliez que Johnson, lui, ne s'attaquait qu'au commissariat de police. Ce petit jeune homme faisait bêtise sur bêtise depuis l'âge de 12 ans, ce qui, forcément, lui avait attiré des ennuis. Alors il avait fini par se mettre dans la tête que la police le persécutait. Cette façon de se venger, simpliste et primaire, est typique de la jeunesse. Alors que notre homme, à nous, frappe tous azimuts. Il pose ses bombes aussi bien dans le métro que dans les banques ou les supermarchés, autrement dit, dans n'importe quel endroit public. Mais, objecte cette fois O'Brien, ça n'explique pas pourquoi il devrait absolument avoir entre 45 et 65 ans. Le sergent Walter hausse les épaules. C'est un fait d'expérience, O'Brien. En vérité, nous ne savons pas au juste pourquoi. Peut-être que jusqu'à 45 ans, ce genre de criminel espère encore que ses ennuis s'arrangeront, et après 65 ans, il s'en fiche tout simplement. Tandis que Walter poursuit allègrement sa démonstration à l'autre bout de la ville, Paula jette un œil sur le journal. « Plus rien en première page sur les bombes », remarque-t-elle. Harold finit d'avaler son jus d'orange et repose son verre. C'est normal, il s'est rien passé depuis 8 jours. « Harold, qu'est-ce qui te ferait plaisir pour ton anniversaire ?» lui demande sa mère. « Oh, voyons, maman, je vais avoir 46 ans, tu crois pas qu'il serait temps d'oublier ces enfantillages ?» Au contraire, mon chéri, à partir d'un certain âge, ça devient comme un prix de consolation. Veux-tu des chemises blanches ? Il me semble que tu en as besoin. Et puis, s'il te plaît, ne mets pas tant de sucre dans ton café. Paula est plongée maintenant dans les pages intérieures du journal. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde est persuadé que c'est un homme qui pose les bombes. Sans doute parce qu'on estime que les femmes sont d'un naturel trop bon et trop doux pour ça, répond Harold d'un ton ironique. Paula lui lance un regard furibond. Je t'ai déjà dit que j'en avais assez de tes plaisanteries stupides sur les femmes. Ah, pas de dispute à table dès le matin, les enfants. Je ne le supporterai pas, intervient la mère. Et puis toi, Paula, range-moi ce journal. Là-bas, à l'école de police, O'Brien doute encore. Mais pourquoi est-ce que ça pourrait pas être une femme? Walter sourit avec indulgence. Voyez-vous, les femmes peuvent transporter le microbe de la typhoïde, mais elles ne transportent pas de bombes. Et maintenant, messieurs, poursuivons nos déductions. Notre poseur de bombes est certainement célibataire. Il habite avec sa mère ou avec des sœurs plus âgées, ou à la rigueur avec une vieille tante. Bien qu'il soit toujours poli et attentionné, en règle générale, il passe inaperçu. Il ne fume pas et ne boit pas non plus. Même pour se donner du cœur au ventre, demande O'Brien. Non, non, il ne le supporterait pas. Il est trop gros, trop bien nourri, ça le rendrait malade, ou il s'endormirait. Ma foi, Harold, on dirait que le sergent Walter te connaît bien. Mais pourra-t-il de la même façon découvrir qui tu es ? Mais pourquoi est-ce qu'il veut tuer des innocents? Voyez-vous, O'Brien, il n'a pas une seule pensée pour ses victimes. Ce qu'il veut, c'est se venger de la société. Il est persuadé qu'on ne cherche qu'à le rouler, que son patron, par exemple, ne lui a pas accordé la promotion qu'il mérite. Bref, c'est un frustré, un insatisfait pathologique. À cet instant précis du discours de Walter, Paula s'attaque à son frère. J'ai appris que ton ami Carrigan venait d'obtenir de l'avancement. Si je comprends bien, c'est lui qui a eu la place qu'on t'avait promise. Tu n'as vraiment rien dans le ventre, mon pauvre vieux. Tu n'arriveras jamais à rien. C'est vrai, tu te laisses toujours marcher sur les pieds, renchérit sa mère. Tu es trop gentil, tout le monde en profite. Oui, enfin tout ça m'est tout à fait égal,
réplique Harold. D'ailleurs, ce Carrigan est un type très bien. Oui, on sait ce que tu dis, mais je suis sûr que t'en penses pas un mot, insinue Paula, perfide. Ça suffit, les enfants, arrêtez de vous chamailler. Et puis toi, tâche de rentrer plus tôt, Harold, hein. Ce soir, nous allons chez l'oncle Martin. Oh, quelle barbe, s'écrie Paula. Il est tellement vieux, tellement embêtant. Je sais, ma chérie, mais nous n'avons pas donné signe de vie de toute la semaine. Nous avons pourtant bien juré de lui rendre visite régulièrement. Il n'aime que nous et les bains turcs. Harold, finis tes œufs et ton bacon. Il est assez gros comme ça, remarque Paula. Une vraie boule de suif. Et toi, tu te crois belle peut-être, riposte Harold. 42 ans, grande, maigre et entretenue par son frère. Je ne suis pas maigre. Je surveille mon poids, c'est tout. On se demande pourquoi. De toute façon, les hommes te regardent même pas. Ah, tu voudrais peut-être que je t'offre aussi un mari? Une espèce de sale boule de suif, grogne Paula. Là-bas, à l'école de police, l'élève O'Brien continue à assaillir le sergent Walter de questions. Mais, sergent, mis à part toutes ces hypothèses sur les poseurs de bombes en général, la police a-t-elle découvert quelque chose de concret sur celui-là? Je ne sais pas, moi, un indice quelconque? Non, rien pour l'instant, répond Walter, légèrement agacé. Quoi, pas d'empreinte digitale? Non, pas d'empreinte digitale. On ne peut rien tirer de ces fragments de métal. Si seulement on pouvait tomber sur une bombe intacte, comme dans l'affaire Byron. Vous vous souvenez de cette histoire? Si on a pu remonter jusqu'à lui, c'est justement grâce aux empreintes laissées sur les piles par l'employé de la quincaillerie qui les lui avait vendues. Oh, ce Byron, je m'en souviens. Il avait 52 ans, c'était un petit bonhomme grassouillet et bon enfant qui vivait avec ses 2 vieilles tantes. Tandis que le sergent Walter sourit à ce parfait portrait du poseur de bombes, Harold regarde sa montre. Bigre, déjà 8h30, il va encore être en retard au bureau. Il file dans sa chambre, sort la bombe de sa cachette et en vérifie une dernière fois le mécanisme. La veille, il l'avait réglé sur 4h30. Mais comme ensuite on n'avait parlé de l'explosion ni à la radio ni à la télévision, il en avait conclu que la bombe n'avait pas éclaté. Et il était allé la rechercher en vitesse au terminus des bus de la 12e avenue. Si par malheur la police avait mis la main dessus, Dieu sait ce qu'elle aurait pu découvrir. C'est qu'ils ont des techniques tellement sophistiquées dans leur laboratoire. Enfin, maintenant qu'il a changé les piles, tout devrait bien marcher. Harold règle le mécanisme sur 1h30, emballe l'engin dans du papier de boucher et le ficelle solidement. Puis, il retourne dans la cuisine et dépose son paquet avec précaution sur la table. Voilà. Le mécanisme est réglé sur 1h30. Tu iras la déposer au terminus du bus de la 68e avenue, dit-il à Paula. Dis donc, tu pouvais pas choisir un quartier mieux fréquenté? Une femme n'est pas en sécurité dans ces rues-là. Ma chère, telle que tu es, tu ne risques rien, ironise Harold. Combien de temps faut-il encore compter avant que tu ne te décides à faire sauter l'oncle Martin? Je commence à en avoir assez d'attendre, soupire sa mère. Son tour viendra la semaine prochaine, maman, je te le promets. Mais tu sais, ce sera pas fini pour autant. Il faudra encore en faire exploser 3 ou 4 pour égarer les soupçons. Parce que si la police s'apercevait qu'il y a un lien logique entre tous ces attentats, on serait cuit. N'oublie pas que nous allons hériter de plus d'1 million de dollars. Nous serions les premiers suspectés. Harold, fais-moi plaisir. Je voudrais tellement faire sauter moi-même l'oncle Martin, dit Paula d'un ton rêveur. Non, c'est hors de question, répond fermement Harold. L'oncle Martin ne sort que pour aller au bain turc, donc il faut un homme. Alors c'est moi qui m'en chargerai. À l'école de police, l'élève O'Brien ne tarit pas de questions. À votre avis, sergent, combien y a-t-il de gens qui correspondent à votre description du poseur de bombes? Walter réfléchit. C'est difficile à dire.
Il faudrait disposer d'une fiche sur chacun et d'un ordinateur. Mais comme ça, à vue de nez, je dirais environ 30 000. Seigneur! 30 000 individus éparpillés dans toute la ville? Eh oui, soupire Walter. Ça fait beaucoup. Ce soir-là, comme il l'a promis à sa mère, Harold s'est arrangé pour rentrer tôt. Devant son garage, il croise un homme qui lui adresse au passage un petit signe de tête distrait. « C'est incroyable, » se dit Harold. « Ce type me voit presque tous les jours. Nous habitons le même bloc d'immeubles, nous partageons le même garage, et je suis sûr que si je le rencontrais dans la rue, il me reconnaîtrait même pas. Décidément, personne ne me remarque jamais. C'est comme si j'étais transparent. Pourtant, lui non plus n'a rien d'exceptionnel, et moi je le reconnaîtrais n'importe où. Bah forcément, voilà des années qu'on se salue. Il me semble que il travaille quelque part dans les bureaux de la police. Je crois qu'il s'appelle Wagner, ou plutôt Walter. Voilà, Walter. Enfin, quelque chose comme ça. Enfin, peu importe. Après tout, passer inaperçu, ça doit aussi avoir des avantages quelquefois. La brochure de l'agence de voyage annonçait « Votre seconde lune de miel ». Mais pour Lisa Maxon, ce voyage avait été un fiasco total. Et pour couronner le tout, lors de leur dernière nuit dans l'île, elle avait fait un horrible cauchemar. Jordan et elle s'apprêtaient à quitter l'île. Ils étaient installés dans un vieux taxi déglingué qui se dirigeait en cahotant vers la jetée. Au loin, dans le paysage tropical à la Gauguin, on voyait la masse imposante du navire qui se profilait à travers un rideau d'arbres aux fleurs écarlates. Ils étaient en avance. Le taxi passa devant un ensemble ravissant de boutiques aux toits de chaume. Et Lisa s'exclama « Regarde, Jordan, nous ne sommes jamais venus ici. » Jordan ordonna au chauffeur de s'arrêter et tendit à sa jeune femme un billet de $20. « Va donc faire un dernier achat, ma chérie. On se retrouve au bateau dans un quart d'heure, d'accord? C'est à 2 pas d'ici. »« Tu ne viens pas avec moi, Jordan ?»« C'est impossible, Lisa, voyons. Qui te dit que le chauffeur ne va pas disparaître avec nos valises ?» Lisa descendit du taxi et s'engouffra dans la première échoppe, une délicieuse petite maison de poupée. Elle y découvrit avec ravissement un vaste choix de colliers de coquillages aux couleurs irisées et ne put s'empêcher d'en acheter plusieurs. Dans la boutique suivante, Lisa tomba en arrêt devant de somptueuses robes d'enfants brodées à la main, mais elle passa vite son chemin. Son bébé était mort à la naissance et elle préférait ne pas réveiller son chagrin. Elle sortit précipitamment et pénétra dans un magasin de vannerie où était exposée une multitude de paniers de toutes formes et de toutes tailles. Elle choisit une corbeille à pain qu'elle remplaça aussitôt par une autre, plus jolie, et ne tarda pas à changer d'avis à nouveau. Plus elle s'enfonçait dans le magasin, plus celui-ci semblait s'agrandir. C'était comme un labyrinthe. Mais Lisa finit néanmoins par en atteindre le fond, où elle dénicha un panier à anses tressées auquel elle ne put résister. 3,50 $, ça valait le coup. Lisa régla et rangea ses achats précédents dans le panier. Il lui restait encore $1. Avait-elle le temps d'acheter autre chose? Elle consulta sa montre pour découvrir à sa grande stupeur qu'elle était là depuis 3 quarts d'heure.
Dans les méandres de la vannerie, elle avait perdu toute notion du temps. Mais le retour sur terre fut brutal. Son bateau partait dans moins de 10 minutes. Affolée, elle émergea de la boutique et se planta sur le trottoir. Malgré la chaleur tropicale, elle frissonnait. Elle imagina le bateau levant l'ancre et la laissant là, seule sur cette île perdue. Soudain, l'idée lui traversa l'esprit que c'était peut-être exactement ce que souhaitait Jordan. Elle n'était plus rien pour lui, elle le savait. Elle n'était plus rien, puisqu'elle ne pouvait pas lui donner d'enfant. Une vieille guimbarde s'arrêta brusquement devant elle. « Taxi, madame !» Elle sauta dans le taxi et dit « Au port, s'il vous plaît, vite !» Elle triturait nerveusement son billet de $1. Heureusement qu'elle ne l'avait pas dépensé. Elle regardait le paysage défiler, et elle s'aperçut que la végétation était maintenant toute desséchée. Les rares palmiers pendaient lamentablement, comme s'ils avaient succombé à l'attaque d'insectes malfaisants. Le taxi s'arrêta à l'embarcadère. Le bateau était toujours là, mais ses sirènes mugissaient, et les marins en maillot blanc s'affairaient déjà autour des cordages. Elle donna le $1 au chauffeur en lui disant de garder la monnaie, et elle saisit la poignée de la portière qui refusa de bouger. Le chauffeur se retourna, le visage luisant de sueur, ses dents blanches et régulières alignées comme de grands dominos d'ivoire. « Non, madame, $1, c'est pas assez. Il y a $17 au compteur. » « Mais c'est absurde, voyons. On n'a même pas fait 1 kilomètre. Vous n'avez pas arrêté le compteur quand vous m'avez chargé, c'est tout. » Et elle attrapa la poignée, qui refusa à nouveau de fonctionner. « Madame, donnez-moi mon argent, s'il vous plaît. »« Mais je n'ai pas cette somme sur moi, monsieur. Laissez-moi sortir ou j'appelle la police. »« Il n'y a pas de police ici, madame. » « Écoutez, monsieur, je vais aller demander l'argent à mon mari. C'est la seule solution, n'est-ce pas ?»« Vous revenez avec votre mari, madame? » »« Oui. » Lisa était prête à jurer n'importe quoi pour échapper à ce fou dangereux. L'homme se retourna vers la banquette arrière et brusquement s'empara du panier qu'il déposa à côté de lui. Ensuite, il ouvrit la portière. « Je garde le panier, madame, comme ça vous n'oublierez pas de revenir avec le monsieur. » Lisa descendit d'un bond et pensa « C'est ça, garde tout, le panier et les colliers, et va au diable. » Elle se dirigea en toute hâte vers le navire, mais se figea soudain sur place. Elle avait laissé son sac dans le taxi, son sac avec ses papiers, ses clés, ses médicaments, enfin tout. Elle se mit à courir vers la passerelle comme une folle. « Jordan! Jordan !» Elle aperçut Jordan qui arrivait à toutes jambes. Elle lui expliqua ce qui était arrivé, et ils se précipitèrent vers le taxi. « Payez-moi, patron, et je vous rends le panier et le sac de la dame. » Jordan prit sa femme par les épaules. « Laisse-moi faire, Lisa, chérie. Va voir le capitaine et demande-lui d'attendre quelques minutes. Je reviens tout de suite. » Mais à peine Lisa était-elle à bord que la passerelle se relevait. « Attendez, je vous en supplie, attendez !» Mais on retirait la passerelle. Les sirènes mugirent une dernière fois, et le bateau commença à s'éloigner du quai. Alors, se retournant vers la jetée, elle aperçut avec horreur que le taxi avait disparu, et Jordan avec. Seul témoin de l'aventure, le petit panier avait été abandonné sur le bitume. Une indigène à la poitrine plantureuse et avec un fichu rouge sang noué à la diable sur la tête, se dirigea vers la corbeille, la ramassa, la mit sous son bras et s'éloigna en se dandinant comme un canard. Lisa hurlait encore lorsque Jordan la réveilla. « Jordan ! Oh, c'était affreux. Ce cauchemar m'a terrifié. » Cauchemar ou prémonition. Oh, Jordan, c'était affreux. Ce cauchemar m'a terrifié. Et elle raconta son rêve dans les moindres détails.
Quand elle en arriva à la disparition du taxi et de son mari, des larmes coulaient sur ses joues. J'étais terrorisé parce que je te perdais, Jordan. Voyons, Lisa, je suis un grand garçon. J'ai pas l'intention de disparaître comme ça. Je sais, mon chéri. Mais s'il devait arriver quoi que ce soit, je me tuerais. Lisa, il ne m'arrivera rien, rassure-toi. Et à toi non plus. Arrête de te faire des idées. Bon, si on dormait maintenant, hein? Il éteignit la lumière, lui tourna le dos et s'endormit rapidement. Le lendemain matin, à l'heure du départ, un taxi, appelé par le portier, les attendait devant l'hôtel. Le chauffeur entassa une partie de leurs bagages dans le coffre de son véhicule délabré et arrima le reste sur la galerie branlante avec une corde effilochée. Se rappelant son rêve, Lisa sentit une pointe d'angoisse la saisir. Mais elle se dit que les taxis de l'île étaient tous plus déglingués les uns que les autres. Quant aux bagages, c'était la coutume ici de les traiter de cette façon. Elle se carra tant bien que mal sur ce qui avait été autrefois une banquette de cuir, mais à mesure qu'ils avançaient, elle se sentait de plus en plus mal à l'aise, sans vraiment comprendre pourquoi. La route sinueuse, les maisons aux stucs fanés, les bruits et les odeurs, tout était différent de ce qu'elle avait perçu dans son rêve. Seuls les arbres en fleurs et le paysage à la Gauguin lui semblèrent familiers. Elle ne tarda pas à apercevoir le navire. C'est alors qu'une rangée de boutiques de cadeaux, au toit de chaume, se dressa devant eux. Elle décida de fermer les yeux jusqu'à ce que le taxi les eût dépassés, mais le chauffeur, manifestement habitué à ce que les clients lui demandent de faire halte, se mit à ralentir. « Regarde, Jordan, nous ne sommes jamais venus ici. » Comme dans son rêve, son mari ordonna au chauffeur de s'arrêter. « Lisa, chérie, comme tu as été souffrante toute la semaine, nous n'avons presque rien dépensé. Alors va vite, va. Mais il faudra faire vite, hein, le bateau part dans 35 minutes. » « Parce que tu viens avec moi, Jordan? » ?»« Mais bien sûr, chérie. »« Mais voyons, Jordan, c'est impossible si le chauffeur s'envolait avec les bagages. » Lisa, chérie, pourquoi toujours imaginer le pire? Enfin, comme tu veux. Bien, alors, on se retrouve à l'embarcadère, hein? Tiens, voilà, $10. Ne sois pas en retard, hein? Ces bateaux partent à l'heure, tu sais. Lisa regarda le taxi s'éloigner et entra dans la première boutique où elle fut presque déçue de ne trouver que quelques sculptures en bois passées à la cire. Elle s'apprêtait à tourner les talons quand le propriétaire, un vieux noir avec de drôles de lunettes, lui présenta un plateau couvert de colliers. Elle choisit 3 beaux colliers multicolores qu'elle paya sur le champ. Elle sortit et se dirigea vers la dernière échoppe dont l'enseigne aux couleurs vives avait attiré son attention. C'était un magasin beaucoup moins impressionnant que celui de son rêve, enfin, de son cauchemar. Ce magasin ne comportait qu'une minuscule pièce avec une porte donnant sur une arrière-cour misérable. Ni client, ni vendeur dans la boutique sombre où flottait une odeur de moisi. Mais Lisa sentait confusément qu'elle devait trouver le panier, celui-là même dont elle avait rêvé. Elle retourna littéralement les étagères, soulevant des nuages de poussière et s'empêtrant dans des toiles d'araignée, mais son panier n'était pas là. Elle trouva pourtant quelque chose d'approchant. Elle s'en empara. C'était le même prix que dans son cauchemar. La vendeuse s'approcha. « On peut ajouter une once si vous voulez, madame. Ça coûtera $1 de plus. » Lisa accepta. L'opération prit plus de 5 minutes, mais Lisa ne broncha pas. Elle se sentait comme obligée de vivre son cauchemar d'aussi près que possible. Quand elle sortit du magasin,
Elle n'avait plus le temps de se rendre à pied à l'embarcadère. Soudain, un antique taxi qui rôdait dans les parages stoppa devant elle. Elle sauta dedans et ordonna au chauffeur, un colosse noir coiffé d'un chapeau crasseux, de foncer au port. Elle s'installa sur le siège recouvert de plastique et, extrayant de son sac son dernier dollar, se mit à plier et déplier nerveusement le billet dans ses mains moites. Pourquoi n'avait-elle pas pris davantage d'argent? Bah, $1 suffira, pensa-t-elle. Pendant tout le trajet, elle détourna les yeux du compteur et se concentra sur le paysage pour constater, sans surprise, qu'il n'y avait aucun palmier rabougri au bord de la route, pour la bonne raison qu'il n'y avait pas de palmier du tout. La végétation était aussi colorée et luxuriante que partout ailleurs dans l'île. Le chauffeur immobilisa son véhicule à l'entrée du quai et, se tournant vers elle, désigna le bateau du doigt. Lorsqu'il ôta son chapeau pour lui adresser un sourire, elle frémit devant les grandes dents blanches régulières, alignées comme des dominos. Lisa se mit à hurler. « Laissez-moi sortir! Je vous en supplie, laissez-moi sortir !» Le chauffeur arrêta le compteur et le contempla en silence quelques instants. Lisa jeta alors son billet de $1 sur le siège avant et, agrippant son panier et son sac, plongea vers la portière. L'homme bloqua la poignée. « Attendez, madame, je ne veux pas de votre dollar. Votre mari m'a déjà payé pour que je vous ramène au bateau. Seulement, il faut aller lui dire qu'il ne m'a pas donné assez. En attendant, je garde le sac et le panier. » Et le chauffeur arracha les deux objets des mains de Lisa et les déposa à ses pieds. Puis, il ouvrit la portière. Éperdue, Lisa descendit et se précipita vers la jetée à la rencontre de Jordan. Quand Lisa eut tout raconté à son mari, il insista pour qu'elle embarque. Il allait, lui, régler cette affaire de taxi en un tour de main. Une fois à bord, Lisa se rendit compte qu'elle frissonnait comme si elle avait la fièvre. Elle ne voyait pas le taxi, car la vue était complètement bouchée par un camion rempli d'indigènes qui se rendaient au marché avec leurs caisses et leurs volailles caquetantes. Lorsque les sirènes du bateau se mirent à mugir, Lisa était si occupée à essayer d'apercevoir le taxi que ce n'est qu'en voyant le camion s'éloigner doucement qu'elle s'aperçut que le navire était parti. Le taxi avait disparu, et Jordan avec. Seul témoin de l'aventure, le petit panier avait été abandonné sur le trottoir. Une indigène, à la poitrine plantureuse, et avec un fichu rouge sang noué à la diable sur la tête, se dirigea vers la corbeille, la ramassa, la mit sous son bras, et s'éloigna en se dandinant comme un canard. Désormais, Lisa était seule, abandonnée, comme dans son cauchemar. Il y avait bien sûr encore une solution, si elle voulait reprendre son destin en main. Elle se pencha au-dessus de la rambarde pour contempler un instant les eaux bouillonnantes. Les passagers n'allaient pas tarder à rentrer pour déjeuner. La mer serait alors bien assez profonde. Il ne lui resterait plus qu'à attendre. Dans le taxi qui filait vers l'aéroport, Jordan Maxon se laissa aller contre la banquette déchirée, regrettant toutes ces années qu'il avait gâchées avec Lisa. Il était très impatient de retrouver Stéphanie. Il n'aurait jamais pu l'épouser s'il avait dû payer une pension alimentaire à son épouse malade, mais désormais ce ne serait plus un problème. Lisa avait fourni la solution idéale. Elle avait dit « S'il devait arriver quoi que ce soit, je me tuerais. » Et quand Lisa décidait quelque chose, elle allait jusqu'au bout. Et seule, sur le bateau, terrifiée par la disparition de son mari, elle mettrait vraisemblablement sa menace à exécution,
Ça ne faisait pas l'ombre d'un doute. Le taxi stoppa devant la modeste aérogare. Le chauffeur ouvrit la portière. Jordan descendit, le gratifia d'une vigoureuse poignée de main et fourra plusieurs billets dans la poche de sa chemise. « Merci, Hamilton. Tu es un excellent comédien et ta sœur a été parfaite, elle aussi. Dis-lui qu'elle peut garder le sac et le panier. Mais je vais te confier un secret, Hamilton. Si de tous les chauffeurs de taxi de l'île, c'est toi que j'ai choisi, c'est tout simplement parce que tu as des dents blanches comme des dominos d'ivoire. Et c'est aussi pour cela que je vais t'accorder une prime exceptionnelle, Hamilton. Exactement 17 $. Ne cherche pas à comprendre. Allez, adieu l'ami. Souhaite-moi bonne chance. Une vie nouvelle commence pour moi. Je suis le shérif d'un comté perdu à l'est de Pétaouchnok, autant dire en Cambrousse profonde. La vraie Cambrousse, l'authentique, celle qui est à peine indiquée sur la carte, que les touristes contournent et qui a plus de cailloux que de terre à maïs. Je me demande souvent pourquoi ces types qui ont traversé le continent il y a 100 ans sur leurs chariots bâchés se sont arrêtés ici. Ils ont bâti des fermes avec des étables et des granges, en espérant sans doute que le bon Dieu leur donnerait du blé. Mais faut croire qu'à cette époque, les miracles se produisaient autre part, parce que voici 100 ans que les fermiers du coin suent sang et eau pour récolter à peine de quoi se nourrir. Eh bien, me croirez-vous si je vous disais qu'ici, 9 types sur 10 sont costauds? Mais de vrais quartiers de bœuf avec des poignets comme des bûches et des dents d'acier. Ouais, mais parce que les types d'ici ont quelque chose que ceux de la ville ne peuvent pas comprendre. La rage. Non, attention, je dis pas que ceux de la ville, c'est des chiffres molles, hein. D'ailleurs, moi qui vous parle, je suis né en ville et je pense pas être une mauviette. Non, non. Mais c'est rare qu'en ville, les hommes se battent pour garder debout les 4 murs que l'ancêtre a construits de ses mains, pour garder verts les quelques arpents où il a donné sa vie. Alors, voyez-vous, il y a une sorte de rage qui naît, une rage contre le ciel quand il pleut pas, et contre la boue quand il pleut trop. Moi, je crois bien que c'est aussi ça qui les nourrit, les gars du cru, et qui les rend costauds. Enfin, je dis ça histoire de causer, hein, parce que je suis shérif, moi, pas philosophe. À part ça, je les aime bien, mes gars, et cette espèce de désert où ils essaient de faire pousser du blé. Et puis c'est peinard ici, enfin, peinard, c'est peut-être beaucoup dire. Il y a une bagarre de temps à autre à cause de la bouteille ou d'un chou qu'un type a fait pousser dans le champ du voisin, mais jamais rien de grave. C'est pour ça que je ne suis pas prêt d'oublier l'histoire de Finlay. Oui, ça je peux le dire. Je suis pas prêt de l'oublier. Finlay Hearst, un môme de 14 ans déjà grand et fort comme un adulte. Un adulte du coin, j'entends, hein. Chaque fois que je le croise et qu'il me dit « Bonjour, shérif », et que je réponds « Salut, Finlay », je suis étonné par ses yeux. Oui, tout costaud qu'il soit, Finlay a le regard d'un chevreuil blessé. Vous savez, quand la bête est fichue et qu'elle le sait, et qu'elle peut plus courir parce que la fatigue et la douleur sont trop fortes. Alors l'animal vous regarde avec ses grands yeux tristes, tremblant de tout son corps, se demandant pourquoi vous l'avez choisi, lui,
Il attend le coup rapide entre les yeux en vous regardant avec le regard du jeune Finlay Hearst. Ah, c'est peut-être parce que je suis né en ville que je pense des choses comme ça. Allez savoir. Finlay n'est pas le gosse le plus brillant du comté, tant s'en faut, mais c'est pas non plus un semeur de troubles. Voyez, il me donne l'impression d'un jeune costaud un peu obtus qui essaie en vain de comprendre quelque chose dans ce monde déroutant. C'est un enfant de l'assistance, Finlay. Il a été adopté quand il avait 5 ans, sans doute parce que la mère Hearst pouvait pas avoir de petits et que dans une ferme, il faut quelqu'un pour prendre la relève, n'est-ce pas? Comme ça s'est toujours fait dans le pays depuis 100 ans. Moi, je sais, pour l'avoir lu, que les docteurs prétendent qu'à 5 ans, la personnalité et l'intelligence d'un gosse sont déjà établies pour le restant de ses jours. Et je le crois, ça. Oui, parce qu'on a beau être shérif à l'est de Pétaouchnok, on n'est pas une brute pour autant. Dans le cas de Finlay, il n'y a pas précisément eu matière à développement. Un dimanche que je suis assis sur mon banc à l'ombre du seul arbre du bourg, Finlay me rejoint timidement et nous nous mettons à tailler une petite bavette, lui et moi. À un moment, il semble réfléchir très fort et me dit « Il dit toujours que je pourrais tout ce que je voudrais. Il le dit tout le temps, comme s'il voulait que je l'oublie pas. Mais ça veut dire quoi, shérif? Être tout ce qu'on veut ?» Oh, vaste question, petit, que je réponds en allumant ma vieille pipe de maïs. Ah, ça c'est bien de Jeb Hearst, le père adoptif de Finlay. Pas le mauvais bougre, non, disons, un peu rude, comme tout le monde ici. Jeb, il a une ferme à Hard Hole, un lieu-dit, un des endroits les plus ingrats du bled. N'empêche qu'il le fait fructifier, Jeb. Ah oui, ça. En ne dormant que quelques heures par nuit et en se transformant peu à peu en bloc de pierre. À moi, cette existence me serait impossible. Dieu sait combien de saisons il a survécu avec des crampes dans les muscles, des articulations déchirées et la terrible lassitude qui vous empêche de dormir quand, enfin, le soleil se couche. Jeb Hearst et sa femme Abigail, et Finlay aussi, quand il est devenu assez fort pour aider après l'école. Jeb Hearst est du genre fanatique, sans une once d'humour. Il paie ses factures, travaille comme une bête les 7 jours que le bon Dieu fait, conscient d'être dans son droit chemin. Attention, hein, quand je dis ça, je ne le blâme pas. Je constate, tout simplement. S'il lui arrive parfois de penser que certains sont sur terre pour jouir de la vie, il sait, lui, qu'il n'est pas du nombre. Nul pain sans peine et sans sueur. Jeb et Abigail le savent et l'enseignent à Finlay. Si tu travailles dur, tu pourras devenir tout ce que tu voudras, qu'il lui dit à longueur de temps. Le drame, c'est que le pauvre Finlay n'a pas la moindre idée de ce qu'il veut devenir. Alors, il se sent pas tellement motivé, n'est-ce pas? D'accord. Jeb bat le gamin, je le sais. Mais il n'y a jamais eu de sang versé, ni d'eau brisée, donc ça ne me regarde pas. Hein? Du moins, pas officiellement, même si Cassie Winfield, l'institutrice, essaie de m'en convaincre. « Shérif, à plusieurs reprises, j'ai vu des marques de fouet. » Ah,
Tu sais, Cassie, les pères, même adoptifs, ont le droit de corriger leur progéniture. Disons que Jeb est plus sévère que la moyenne, parce que peut-être sa terre est plus pauvre que la moyenne, et que Finlay est plus grand et plus fort que la moyenne, n'est-ce pas? Cassie fait la grimace. Ça n'a rien à voir avec une correction pour une bêtise que Finlay aurait commise, shérif. Il fouette ce pauvre enfant parce qu'il n'obtient pas les meilleures places en classe. J'avoue que même si ça m'étonne sur le moment, dans le fond, je comprends la réaction de Jeb. Je dis pas que je l'approuve, je la comprends, c'est tout. Jeb et son père avant lui et son grand-père et les aïeux se sont toujours battus pour leur fichue terre. Alors finalement, peut-être que le Jeb voudrait que son fils adoptif soit ingénieur agricole ou quelque chose comme ça, qu'il sorte de l'esclavage. C'est sa façon à lui de l'aimer. Mais où tout ça va nous mener, hein? Je regarde Cassie, l'institutrice. Il le fouette? Oui, shérif, il le fouette. Jeb est frustré, n'est-ce pas? Il veut que le gamin arrive à quelque chose, alors dans sa tête, c'est le seul moyen de l'y contraindre. Bah enfin, Cassie, on ne rend pas quelqu'un plus intelligent en le frappant. Personne ne croit plus à ça maintenant. Vous pensez comme ça parce que vous venez de la ville, shérif. Ici, il y en a qui pensent le contraire. Le plus triste, c'est que Finlay étudie vraiment. Ah ouais? Et ça marche? Dans un sens, oui. Shérif, disons qu'il apprend. Il apprend des choses simples, des choses à sa portée. Malheureusement, il n'a pas de grande capacité. Mais est-ce que sa vie et son avenir ne sont pas suffisamment mornes, sans qu'on le punisse sans cesse pour quelque chose qu'il ne peut pas contrôler? Ouais, je suis bien d'accord avec toi, Cassie, mais j'ai beau tourner le problème dans tous les sens, je vois pas ce que je pourrais faire. Je vois pas ce que je pourrais y changer. Morne. Oui, je pense que c'est le mot idéal pour décrire la vie du petit Finlay. Mal à l'aise parce que m'a raconté Cassie, je prends la Jeep et je vais rendre une petite visite à Jeb Hurst. Comme je m'y attends, il est trop près de la cascade. Un bien joli nom pour un endroit sinistre. En fait, de cascade, il y a juste un filet d'eau qui dégouline d'entre les rochers comme d'une douche mal fermée. Il est là, Jeb, sur son vieux tracteur à pulvériser de l'insecticide sur sa plantation. Je klaxonne plusieurs fois jusqu'à ce qu'il tourne la tête dans ma direction et qu'il arrête sa machine. « Salut, Jeb, ça va comme tu veux ?» Ça n'ira jamais comme on voudrait ici, shérif. Jamais. Des fois, je me dis que je ferais mieux de tout laisser tomber et d'aller en ville, travailler à la cimenterie. Oui, c'est ce qu'ils disent tous. C'est peut-être ça qui leur permet de garder espoir, une porte de sortie. Mais je crois qu'il tiendrait pas un mois dans la cimenterie. Il n'est pas conçu pour ça, Jeb. Il mourrait avant. Pourtant, ça a l'air de pousser comme il faut, dis-je en montrant la plantation. C'est gentil de dire ça, shérif, mais vous savez aussi bien que moi que c'est faux. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Les gars d'ici sont peut-être rudes, mais c'est pas des imbéciles. Alors je décide d'y aller bille en tête. Écoute-moi, Jeb. Je suis en train de me mêler de ce qui me regarde pas, mais entre nous, hein? Pourquoi t'es si dur avec Finlay? Il me regarde longuement sans bouger un trait, crache par terre, s'essuie le front du dos de la main. Et me dit... Vous avez raison, shérif. Vous êtes en train de vous mêler de ce qui vous regarde pas.
et il retourne à son tracteur. Oh, dans le fond, je m'y attendais. En remontant dans ma Jeep, je me rappelle la fois où Finlay avait essayé de s'enfuir. Oh, il n'était pas allé bien loin, le pauvre. J'étais tombé sur lui à environ 6 kilomètres du bourg. Il était assis sur un bloc de pierre au bord de la route. « Hé, Finlay, où tu vas ?» J'avais demandé. Il avait secoué la tête. « Où je vais ? Je sais plus, shérif. » Il avait l'air malheureux comme les pierres. Alors moi, j'avais ouvert la porte du passager. « Eh ben, grimpe, je te ramène !» C'est cette fois-là que j'ai eu une vraie conversation, enfin, à peu près, avec Finlay Hearst. Ça m'avait presque brisé le cœur. « Je peux rien faire de ce que papa me demande, » m'avait-il avoué. Moi, j'avais essayé de prendre un ton convaincant, mais je suis pas bon comédien. Allez, Finlay, bien sûr que tu peux. Jeb veut simplement que tu fasses de ton mieux, c'est tout. Alors essaie, hein. Mais j'étudie, shérif. Mais je peux rien faire de bon, comme il dit que je peux. Avez-vous déjà vu un jeune costaud pleurer? C'est terrible, croyez-moi, terrible. Un enfant désespéré dans une carcasse d'adulte. Ça se passait il y a quelques semaines. J'aurais tellement aimé avoir pu faire quelque chose. En chemin, il me vient une idée et je téléphone à Cassie, sitôt arrivé. « Salut, Cassie. Dis-moi, je pense à un truc. Finlay n'est peut-être pas un génie, mais je sais pas si t'as remarqué, il est costaud, non? Pourquoi tu le mettrais pas dans l'équipe de football? Ce serait pas le premier qui ferait fortune avec un ballon. » Logiquement, Finlay est capable de se tailler quelques succès. L'entraîneur est un peu sceptique à cause de sa lenteur d'esprit, parce que il faut l'esprit vif pour faire du foot, mais il accepte. Surtout après que Cassie lui ait décrit la situation. Le problème, et je m'y attendais, c'est que Jeb Hearst refuse catégoriquement. Je vais pas laisser le gamin négliger ses devoirs pour jouer. Mais enfin, Jeb, c'est pas jouer, c'est faire du sport, c'est apprendre un métier honorable, tu peux me croire. Une dernière fois, shérif, mêlez-vous de vos oignons. L'entraîneur, cependant, n'abandonne pas aussi facilement que je serais tenté de le faire moi-même. Joe Hardley est un ancien professionnel du foot qui a joué dans l'équipe nationale dans les années 60. Sans doute s'est-il pris de sympathie pour le gamin, car il se rend à la ferme pour tenter de raisonner Jeb Hearst. J'en suis là de mes réflexions quand le téléphone sonne. C'est Joe Hardley. « Je suis à la ferme des Hearst, shérif. Rappliquez le plus vite possible. » Son ton m'inquiète tant que je lui pose aucune question et je fonce à ma Jeep. Joe Hardley est assis dans la véranda avec Finlay quand je me gare. Je regarde le gamin. Il n'a pas l'air d'un chevreuil affolé touché au ventre comme je le craignais. Non, il paraît plutôt soulagé. Un seul regard à l'intérieur de la maison me dresse les cheveux sur la tête. Le salon ressemble à un abattoir. Il y a peut-être même davantage de sang que dans un abattoir. Je sors et je m'approche de Finlay. « Pourquoi t'as fait ça, garçon? Pourquoi ?» Le haussement d'épaule de Joe m'apprend qu'il n'a rien pu tirer du gamin. Les traits de Finlay se crispent comme s'il essayait de trouver les mots justes. Finalement, il dit « Il me disait toujours que je pouvais être ce que je voulais, shérif. Il disait que c'était en mon pouvoir de le faire.
Il disait que c'était la chose la plus importante que je pouvais apprendre. Il arrêtait pas de me le dire. Il arrêtait pas de me le dire. Mais pourquoi t'as fait ça, petit? Finlay, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux être? Ce que j'ai toujours été, shérif. Ce que j'ai toujours été. Il a l'air surpris que je ne comprenne pas. Mais quoi donc, Finlay? Et pour la première fois, peut-être, Finlay me regarde en souriant. Un orphelin, shérif. Un orphelin.